Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the ending that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up an eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Putain, c'est vrai qu'on va zapper le générique d'intro. Il est 10h moins le quart. Normalement, cette revue de presse aurait dû commencer à 9h. Mais avec une connexion 3G, c'est pas possible. Alors voilà, je suis au grand air. Hein. Je me suis dit, voilà, on va faire un peu reporter de terrain. J'espère que le son, ça marche. J'espère que l'image, ça marche. C'est particulier. Hein. C'est la drôle de revue de presse du monde moderne à 9h ou presque, vous savez. Oh là, olé, olé, c'est de plus en plus olé, olé. Hein. Je vous cache pas que... Bon, mais bientôt, vous allez voir, ça va être d'un professionnalisme à faire peur, à faire trembler les mainstream. Vous allez voir. Le studio est en train de se préparer. Je vous dis que ça va être merveilleux. Et la connexion sera bonne. Voilà. Non, je me suis mis au vert, évidemment. Et puis bientôt, vous allez avoir les chasseurs qui vont auditionner les candidats. Donc, on va voir ce qu'ils disent. Le vent dans les cheveux, ouais. Le ciel bleu derrière, ça fait un bien fou, le grand air. C'est le bonheur, en fait. C'est voilà, loin des centres urbains, loin des agglomérades d'humains. Voilà, c'est les petits oiseaux, les sangliers, les chevreuils, les cerfs. Voilà. Et alors, j'aurai une box, j'aurai pas le câble, j'aurai une connexion satellite. Vous allez voir, ça va dépoter. Pour le moment, on n'en est pas là. Je vous cache pas qu'on n'en est pas là. On prend juste le temps de s'installer. Entre les deux, si on est à 1000 par jour, on continue. Vous étiez 1500 hier. La connexion n'était pas bonne, mais vous étiez 1500. Et on continue avec Antoine, on vous a promis un jacuzzi. Il arrivera bien sûr. Alors ce matin, vous n'allez pas être nombreux parce qu'évidemment, ça devait commencer à 9h. Ça n'a pas commencé à 9h, ça commence maintenant. Mais je vois que vous vous abonnez, vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. J'essaye aussi, même si c'est plus compliqué. Gare à l'épandage, il n'y en a pas dans le coin, ça va. Il y a un petit champ derrière, mais ça épand pas, c'est trop en pente. Et puis sinon, c'est très loin, les autres champs, ça va, on est tranquille.
Que les fidèles qui sont là, comme ça c'est bien. Alors à propos des fidèles, on ne s'enjaille pas s'il vous plaît dans le chat. Hier il y a eu des échanges de noms d'oiseaux apparemment. Restons polis, restons courtois. C'est la règle de Twitch, c'est la règle aussi de ce stream évidemment. On n'est pas là pour s'engueuler, bordel. Il y a assez de violence comme ça dans le monde. Faites-vous des bisous, faites-vous des câlins. Si vous comprenez pas, écrivez-vous ou appelez-vous à côté pour vous dire les choses correctement. Parce que sinon ça va, voilà, les choses s'enveniment et puis après on se retrouve à envahir un pays puis on n'a pas forcément envie puis après c'est la guerre et puis merde quoi. Donc parlez-vous, parlez-vous avant d'envahir un pays. Voilà. Alors à propos d'envahir un pays, évidemment ce matin l'Ukraine est à la une de tous les quotidiens. Dans le Canard à Nanar, le Parisien aujourd'hui en France, Bernard Arnault, propriétaire de ce titre populaire. Nos enfants n'oublieront jamais ce que vous faites pour nous. L'épouse du président ukrainien Olena Zelenska prend la parole dans une interview exclusive. Alors c'est une interview, elle a répondu par écrit, on ne sait pas où elle se trouve pour sa sécurité, ni où se trouvent ses enfants. Quand elle envoie des SMS à Brigitte Macron, c'est des SMS cachés avec une image parfois. Elle a changé son compte Instagram pour défendre maintenant la nation ukrainienne et on lui pose des questions importantes aux Parisiens, à Olena, en disant mais alors quelle relation entretenez-vous avec Brigitte Macron? Mais t'es sérieux? Oui. Alors j'oserais dire pas seulement chaleureuse mais amicale. Un des premiers mots de soutien est venu d'elle. Alors là, bam, plus 2 points dans les sondages pour Macron. Allez Bernard, allez. Bernard il est comme ça pour Macron. Il fait, oh, putain, faut que ça tienne. Faut qu'il soit à 30. Faut qu'il gagne avec une légitimité incroyable pour qu'on puisse encore voler les pauvres. Pardon, réformer ce pays, de progressisme. Comment allez-vous? Comme un être humain qui a une guerre à sa maison, comme chaque Ukrainien. Je me précipite sur les informations. Alors, elle fait le bilan des enfants tués. Je le faisais hier. Selon les autorités ukrainiennes, 109 enfants ont été tués, plus de 120 blessés. Bilan du 18 mars. Difficile pour moi de citer ces bilans, c'est une tragédie personnelle. On parle aussi des bébés qui sont nés pendant la guerre, 4000 bébés. On en parlait aussi hier, des bébés sans nationalité, sans parents, issus de ces entreprises de GPA, puisque l'Ukraine est à la pointe pour la vente de bébés. Et là, avec la guerre, ils se retrouvent sans preneur, donc ils sont là dans des dortoirs. Ils n'ont pas vu la lumière du jour, c'était dans le Figaro d'hier, assez grave. Votre mari a marqué l'opinion publique internationale jusqu'ici pour son sang-froid dans ce conflit. Et vous, qui le connaissez depuis 1995, avez-vous été étonné? Est-ce que j'admire cet homme tous les jours? Suis-je surprise? Non. Volodymyr a toujours été comme ça, déterminé et calme. En temps de guerre, tous les Ukrainiens, le monde entier, ont bien vu ses principes et ils ont senti la force en lui. Il n'abandonnera pas les intérêts de l'Ukraine. Et non, Volodymyr, vous allez voir, il est partout dans la presse. C'est le Parisien qui met à l'honneur la première dame ukrainienne, comme on dit. Et puis, alors pourquoi on pose la question de comment elle s'entend bien avec Brigitte Macron? Bien parce qu'en fait, grâce à Brigitte Macron, une opération sanitaire complexe a été montée avec l'aide de Brigitte Macron. Oui, et oui. En fait, ces deux femmes se connaissent et s'apprécient. Elles se sont rencontrées 2 fois et échangées par visioconférence pendant la crise du Covid. À l'Élysée, on a gardé en mémoire cette cadra, 44 ans, très active, à la recherche de conseils sur la meilleure manière d'occuper son rôle lors de l'élection de ce mari en mai 2019. Elle n'a pas l'aisance en public de son mari et préfère rester dans l'ombre, mais c'est une femme très forte et très drôle, loue une diplomate ukrainienne à Paris. Voilà. Et alors sa grande cause, eh bien figurez-vous, c'est avant la guerre, oui, maintenant c'est les enfants, protéger les enfants de la guerre, et donc les enfants ukrainiens malades de cancer qui peuvent se faire soigner en France. Vous allez voir, il y a toute une organisation de corridor sanitaire via la Pologne pour venir soigner ces enfants en France. Eh bien sa cause avant la guerre, c'était comme Michel Obama, c'était la cause de l'obésité chez les plus jeunes, voilà. Ça a commencé, ça vient de recommencer en fait, à moins le quart. Voilà, ça fait 5 minutes que ça a commencé. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, c'est-à-dire que je suis en retard, c'est à 9h ou presque, vous le savez. N'hésitez pas à dire que voilà, il y a quand même une revue de presse, elle est particulière en plus puisque je suis en plein air aujourd'hui à la rencontre des chasseurs. Non, je déconne, je suis dans mon jardin. Enfin, c'est pas mon jardin, c'est le jardin du voisin, mais voilà, parce que ça capte mieux ici, sinon c'est la 3G chez moi. C'est Stéphane Bern, absolument, c'est Stéphane Bern qui parle de Olena et Brigitte, une relation toute particulière entre ces 2 premières dames qui représentent si bien leur pays. Voilà.
Et donc je vous parlais de ces couloirs sanitaires des enfants malades, voilà, du cancer ou autres qui ne peuvent pas être soignés. Et donc après plusieurs jours, 20 enfants malades ukrainiens sont arrivés hier soir sur notre sol. Ils seront pris en charge avec leurs proches. Ils n'ont pas été séparés de leur famille dans les hôpitaux en France. Alors ils sont effrayés bien sûr, ils connaissent pas la langue, c'est compliqué. Ils sont passés par Lviv, par la Pologne, par Cracovie, puis ils sont arrivés à Orly. Et les voilà qui vont être soignés. Leucémie aiguë traitée depuis novembre. Alors, tant mieux. Hein. C'est bien quand la solidarité internationale s'organise. Ce serait bien qu'elle s'organise tout le temps, en fait. Hein, qu'on arrête de traiter certains enfants comme des migrants qui ne méritent pas l'accès à notre sol et l'accès aux soins. D'ailleurs, il y a un candidat, on va en parler tout à l'heure, hein, qui veut faire un ministère de la rémigration. Alors là, il ne s'agit pas bien sûr de migrants, il s'agit de réfugiés. Mais vous savez quoi ? Les réfugiés, eh bien, ça n'a pas non plus de couleur, ça n'a pas non plus... l'idée, c'est que les frontières, elles sont là. Et quand la guerre est là, les gens, ils se barrent pour fuir la guerre. Et oui. Et c'est sûr. Alors, il y a eu plein d'explications, hein, on en parlait dans l'IB l'autre jour sur la préférence finalement à ces réfugiés venus d'Europe parce qu'ils ont des voitures comme les nôtres, parce qu'ils parlent pas notre langue, mais ils sont catholiques. Enfin bref, voilà. Oui, alors c'est bien, oui, effectivement, c'est assez marrant de voir que la première dame s'occupe des enfants victimes de la guerre, que la guerre tue les enfants et les innocents en premier, comme d'habitude, mais qui vend les putains d'armes ? Qui ? Ah bah oui, ah bah c'est vrai, les Français ont vendu des armes de précision aux Russes sous Macron et Hollande. Ah mais c'est d'accord, c'est normal. Et les Américains envoient pour 1 milliard d'aides et de renforts et d'armes aussi aux Ukrainiens pour que là aussi il y ait encore plus de morts. Vous savez, tant qu'on ne sera pas libéré du joug du lobby militaro-industriel qui règne sur cette planète comme un démon sur un empire de cendres, le monde sera perpétuellement en guerre. Alors après, il y a l'humain aussi, qui est quand même assez con pour se faire la guerre tout le temps. Mais globalement, on voit bien que c'est quand même le lobby militaro-industriel qui fait les candidats, qui mène la danse. Enfin, Joe Biden, c'est un dangereux guerrier. Hein, depuis qu'il a commencé sa carrière politique, il n'a fait qu'appeler à la guerre tout le temps, encore et encore, parce qu'évidemment, il y a des intérêts financiers énormes, que ce soit Blackwater ou autre. On se rappelle, l'Irak a été formidable pour se faire des milliards avec des sociétés de sécurité privée ou bien en vendant des armes. Donc, rien ne change sous le soleil, malheureusement. Voilà. Allez, on passe à autre chose. On reviendra à l'Ukraine tout à l'heure avec l'IB qui fait un grand portrait de Zelensky et ses proches. C'est pas Zelensky, non, c'est notre résistant à nous, c'est Fabien Roussel. Fabien Roussel, vous savez, c'est le parti communiste qui aime la bière et le vin. Alors lui, il appellera à faire barrage à l'extrême droite. C'est clair sur lui. En cas d'un second tour, Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, il votera pour Macron. Moi pas. Voilà. Pas parce que c'est pas pour faire un barrage à l'extrême droite, non, parce que ça va. Hein, le mec qui a arraché des yeux, des mains, etc. J'appelle pas ça un barrage contre l'extrême droite. Hein, j'appelle ça un boulevard, une autoroute, voire pire. Donc faut arrêter les conneries. Macron n'est pas un barrage contre l'extrême droite. Il est un danger pour notre République. Il est un danger pour nos libertés. Donc Fabien, tu es communiste. Enfin, il me semble. Hein, tu aimes l'art de vivre à la française. Alors, s'il te plaît, ne fais pas une idiotie pareille. Si Jean-Luc Mélenchon vous demandait de gouverner avec lui, que feriez-vous ? C'est aussi une grande différence que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je souhaite que l'on puisse se rassembler largement, sans hégémonisme ni sectarisme. Moi, je ne m'adresse pas qu'à l'électorat de gauche, ni même à une partie de l'électorat de gauche. Je m'adresse à tous les Français. Il y a des sujets qui peuvent rassembler tous les républicains. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la défense de la laïcité, la lutte contre le terrorisme islamiste. Oui, tu aurais pu dire tu as oublié la lutte climatique aussi, qui est bien un truc... Pardon, excusez-moi, il fait un peu frais, le fond de l'air est frais, alors j'ai le nez qui coule. Hein, cette revue de presse, c'est vraiment n'importe quoi, mais en fait, ça me plaît parce que vous en avez rien à foutre, vous êtes là quand même, hein, puis vous regardez ça. Puis, alors, on n'est pas nombreux ce matin parce qu'évidemment, j'ai perdu tout le monde. Hein. Puis j'ai oublié de dire qu'il y avait une revue de presse, attendez. On va voir si, quand je poste sur Twitter, les gens viennent.
Mais je sais pas, parce que j'ai pas fait de post ce matin, comme j'étais dépité. J'ai dit, attendez, bougez pas. Là, vous me regardez en train de poster sur les réseaux sociaux. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est en même temps. Je sais pas si vous m'entendez, puisque le micro est dans le mauvais sens. Hein. Si je le mets comme ça, normalement vous m'entendez. Voilà, j'ai bientôt fini. Je reprends la revue de presse tout de suite. Voilà, c'est pour voir si ça fait une différence. Les gens disent ah, il y a la revue de presse, bordel, j'avais complètement oublié. J'avais totalement oublié cette revue de presse, ce truc là de Poulain, là, le machin. Voilà. Oui, il fait beau dans la Drôme, absolument, Chadvi. D'ailleurs, si tu es dans la Drôme, tu peux venir jeudi soir à Die, à 20h, L'homme qui tua Muammar Kadhafi. On est sur scène pour cette pièce documentaire, spectacle documentaire au théâtre de Die dans la Drôme. N'hésitez pas, il n'y a plus de passe sanitaire, faut en profiter. Tu ne reçois pas d'alerte pour le monde moderne, mais il faut peut-être cliquer. Je veux une alerte, je sais pas. Les cheveux, ça protège moyen. Regarde, hop. Voilà, on peut faire ça. Là, tout de suite, ça fait convoi de la liberté, quoi. C'est l'impression. En plus, il y a des gros camions là autour. C'est voilà. Donc, bah ouais, ça marche. Hein. D'un coup, pouf, on a pris, je sais pas combien. On dirait Biden, mais ça va pas la tête. On va parler du ministère de la Remigration, bien sûr. De Zemmour qui passe la barre des 10. Hein, il est sous les 10. Aïe, 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 aïe. Il semblerait qu'il se passe des trucs. Alors, attendez. Donc voilà, en cas de second tour Macron-Mélenchon, vous voteriez Mélenchon. En cas de duel Le Pen ou Zemmour, pour moi c'est clair, c'est une différence que j'ai à gauche. Je ne laisserai jamais l'extrême droite mettre la main sur la République. Je ne laisserai jamais les propos racistes et antisémites prendre le pouvoir. Jamais. Je l'ai toujours dit, j'appellerai à faire barrage contre l'extrême droite. Bon. Souhaitez-vous une dissolution tout de suite après la présidentielle ? Non, le débat avant la présidentielle n'existe pas. Si on raccourcit le temps de la campagne législative, les Français n'auront pas le temps de découvrir leur candidat. Comment allez-vous mener cette fin de campagne ? Les 20 jours qui restent sont déterminants. Tout le monde est fatigué, mais c'est maintenant qu'on attaque le col du Tourmalet. On va aller à la rencontre des Français. Je suis un des rares candidats qui se présente pour la première fois. Ça nécessite un effort immense. On va faire du porte-à-porte. Je vais proposer des réunions d'appartements, des soirées apéro, les apéroussels. Qu'est-ce qu'il est ? Après le roussellement, les apéroussels. Dans nos locaux, sur les marchés. C'est vraiment le candidat du lobby agroalimentaire, j'ai l'impression. Enfin, il est top. Apéroussel, c'est pas mal, bien trouvé. Donc, on suivra évidemment la campagne de Fabien Roussel. Alors, il faut savoir que l'objectif des communistes dans cette élection, c'est d'exister, de prouver qu'ils peuvent faire 5% seuls, parce qu'ils se rappellent de 2017, hein, où ils avaient fait alliance et ils s'étaient fait manger. Il y a eu les municipales qui sont passées par là. Ils ont encore des élus, quelques élus, et donc ils tiennent bien à conserver cette base et être une force d'opposition pour la suite. Mais ça pourrait évidemment empêcher la gauche d'être au second tour, la gauche étant Jean-Luc Mélenchon très loin dans les sondages. Alors les sondages valent ce qu'ils valent, mais regardez le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue dimanche à République. Il y a encore une grande réunion ce dimanche à Marseille au Prado, et puis il y a quand même derrière un engouement, quelque chose de cette plateforme programmatique qu'est l'Avenir en commun pour ce qui est de la gauche. Voilà, on va parler de la droite après, vous allez voir, c'est folichon aussi. Alors, c'est pour ça que je suis dans la nature, pour parler aux chasseurs. Ces candidats qui font la cour aux chasseurs, alors c'est la Fédération des chasseurs avec Willy Schren qui reçoit les prétendants à la course à l'Élysée pour un grand oral. Alors, ni Jadot ni Mélenchon n'ont été invités. Hein. Non, parce qu'ils sont pas super. Alors ils sont pas contre la chasse, mais ils voudraient réguler davantage, hein, notamment un week-end sur 2, faire que les vacances scolaires on puisse se balader sans qu'il y ait des coups de feu. Enfin bref, et Hidalgo a préféré pas venir. En même temps, bon, c'est pas, on sent bien que c'est pas voilà.
Alors, il y a eu le drame dans le Cantal, une jeune chasseuse de 17 ans qui a tué une randonneuse de 25 ans. Donc, évidemment, il y a un vrai problème de formation, de sécurisation aussi, d'information. Alors, la Startup Nation a dit, mais c'est super, on va faire une appli pour vous dire où est-ce qu'il y a des chasseurs autour de vous. Oh, wow. Et l'appli sera gratuite également pour les sangliers et les cerfs. Comme ça. Oh, il y a des chasseurs là-bas, tous anti-Covid. Alors ce sera sur la base de tous anti-chasseurs, non, tous anti-gibier, non, je sais pas. Et donc, les chasseurs, eux, réclament un grand ministère de la ruralité. C'est un sport, la chasse, qui occupe de nombreux Français. Alors, ils sont de moins en moins nombreux. Il y en a beaucoup qui prennent maintenant des licences de tir sportif, mais pas forcément qui passent un permis de chasse, même si ça se renouvelle. Et c'est un droit hérité de la Révolution française. Avant, la chasse était réservée aux nobles, et là, c'est devenu un sport populaire. Donc, évidemment, pour Fabien Roussel, il défend la chasse. Et puis, il y a le problème des terrains privés, des terrains chassables. Bref, c'est un monde assez méconnu du monde urbain, mais qui mérite qu'on s'y arrête et qui dépassait le cadre des caricatures de « j'ai tué le piou-piou à coup de gros calibre ». Il y a plus que ça, en fait. Voilà. Oui, je dis ça, je fais gaffe parce que peut-être qu'il y a un mec là qui est dans les fourrés derrière et qui m'écoute avec un fusil. C'était un lapin qui avait un fusil. Et en même temps, une société civile armée, vous savez, c'est la base de la Constitution américaine, qui fait qu'il y a d'ailleurs autant de morts chaque année par balle, de tueries de masse ou de mecs qui pètent un câble. Donc c'est bien de réguler quand même, je trouve ça bien. Non, je crois pas que mon voisin est chasseur, je crois pas. J'ai pas encore fait le tour des voisins. Mais voilà. Non, justement, j'ai mis ma casquette pour être identifié, non comme gibier, mais comme humain du coin. Et puis, cette bonne nouvelle, on s'y attendait, mais ça y est, c'est le clap de fin pour les centres de vaccination. Sur les 1700 centres de vaccination en France, il n'en reste plus qu'une centaine. Et le Parisien a assisté à la fermeture de l'un d'eux. Voilà. Et maintenant, c'est les médecins et les pharmaciens qui vont prendre le relais pour la 4e dose. Enfin, la 3e... Enfin, bon, bref. Donc voilà, ça ferme. On ferme. Et pourquoi ça ferme ? Tout simplement parce que ça y est, McKinsey a fait son boulot, tout le monde a été injecté, donc maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Dans la salle d'attente, un couple observe d'un œil intrigué les soignants qui se disent au revoir. Devant eux, un cercle au milieu de la pièce, le groupe se lance un dernier mot, un sourire. D'une main levée, un signe d'adieu. Ils s'avancent tour à tour vers la sortie du centre de vaccination du 20e arrondissement de Paris. C'est la fin d'une époque. Alors que, bon, les cas explosent, mais bon, c'est du BA2, c'est du Omicron BA2, c'est pas comme si c'était de l'autre là, de la souche de Wuhan. En même temps, comment on te vaccine avec la souche de Wuhan, tu sais pas, ça dure 3 mois, tu sais pas, la spike, bon bref. Assis à droite, François s'en étonne. Je ne sais pas pourquoi il ferme, quelle est la raison ? À gauche, sa femme, Roberte, tout en couleur béret framboise et manteau rouge, suit l'agitation du regard. Peut-être que tout le monde est vacciné, elle s'interroge. Tu crois qu'on était les derniers ? Ma pauvre Roberte. Vous savez, ils viennent de comprendre. Entre eux, leur fils de 12 ans lâche que c'est un truc de fou. Victor vient de tendre le bras après avoir eu le Covid en décembre. L'aiguille était grande, j'ai stressé. Et puis c'était terminé, dit le collégien en balançant ses jambes. Mais enfin, vacciner les gosses maintenant, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? Dans quel monde ils sont ? C'est dingue, hein ? Tu te dis, putain, oh là 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 là, ça me fout les larmes. Une réouverture à l'automne ? Ah, rassurez-vous, parce que je vois que vous êtes triste. Les centres ferment, c'est la fin d'un monde. Non. Là, c'est pour la mise en scène, pour un peu, on tire les larmes, mais il y a, Covid 2, 3, le retour, je sais pas. Réouverture à l'automne, en cette fin de journée, les chaises sont vides. Le centre, à la lumière jaune et au plafond bas, tourne déjà au ralenti depuis des semaines. 90 patients aujourd'hui, dont 44, second rappel, chez les plus de 80 ans, contre 952 en décembre. Allez, c'est fini, on s'en va. Paul Lelena, interne en médecine, vaccinait en renfort depuis 1 an. Ici, ils ont fait de belles rencontres. Des infirmiers de quartier, des sages-femmes, des médecins retraités maintenant. Ils ne sont plus que 4. Ils s'en vont. Sans nostalgie.
Bon, à la fin, le temps devenait long. Hein. Il n'y avait plus de raison de rester ouvert. Hein. Franchement, tu m'étonnes. On peut dire bravo à toute l'équipe. Bravo, bravo. Oui, on peut être fier de nous. Hein. On a ramé. Hein. Ils ont déménagé 3 fois. D'abord, on a été des sauveurs, puis des routiniers. C'était l'usine. À la fin, on était vus comme des bras armés, des tortionnaires. Ah ouais, le souvenir fait rire la troupe. Ouais. Il y en a qui rigolent moins. Hein. Le pass vaccinal a marqué un tournant hein, avec l'arrivée des patients malgré eux, hein, des emmerdés. Hein, tous ceux que Macron a dit allez, mets-toi ça dans le sang. Je ne viens pas par plaisir, hein, se remémore Dora Lévy, comme à chaque fois. Il a fallu s'adapter. Et voilà. Et là, ça y est, on ferme. Donc, ils nous répondent pas. Hein. Est-ce que ça va rouvrir? La suite s'écrit au conditionnel. Une réouverture massive n'est pas exclue si la 4e dose est généralisée. Ah bon? Une 4e dose généralisée? Avec un pass vaccinal qui continue d'exister parce qu'il n'est que levé? Oh, mais je pensais que... Mais le monde d'après, oh, mon Dieu! Oh, en fait, c'est ça la fin du monde. D'un monde. Ça fait un pincement au cœur hein, de fermer, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de cas. Hein. Prudence. Dans les Yvelines, le centre de Poissy, vous savez, c'est là où Macron va tout le temps quand il doit sortir voir des faux Français, hein, chez son copain Carl Olive. Chez Morissette, en référence à la doyenne de la vaccination anti-Covid en France, avait été le premier à ouvrir. Voilà, évidemment, c'était à Poissy. Voilà 2 semaines que ces portes se sont enfermées. Même à Poissy, ça a fermé. Oh là là, on n'avait plus personne, admet Yann Martin Chauffier, le directeur de cabinet de la ville. On ressent un peu de tristesse et une forme de soulagement à se dire que c'est terminé. Alors, c'est pas terminé. Hein. 34 appels en 1h30. L'alerte d'un médecin généraliste. Il n'y a jamais autant de cas. C'est dingue d'enlever les masques en intérieur. C'est comme si on voulait que tout le monde le chope. Eh oui. Je dois raccrocher. J'ai beaucoup de coronavirus ce matin. Les généralistes miroirent d'une situation qui se complique. Alors, pas du tout électoraliste. Non, le fait d'enlever le masque, de lever le pass pour nous le remettre une fois l'élection faite. Mais vous êtes vraiment des blaireaux, quoi. Putain, ça c'est écrit dessus, quoi. Arnaque. Attention, ça revient. Mais bon, les gens y croient. Je pose pour la postérité dans mon studio mobile. On s'en rappellera. Donc, faites attention à vous. Le pass n'est que levé, même si les centres ferment. Il pourrait réouvrir à l'automne avec une 4e dose obligatoire. Yvan Colonna est mort après 3 semaines de coma après s'être fait agresser par un terroriste djihadiste en prison alors qu'il aurait dû être protégé. Mais même en prison, l'État ne protège pas de la menace terroriste. Il est décédé hier à l'hôpital à Marseille. La famille n'a pas souhaité réagir. Elle veut marquer le temps du deuil. Alors respectons les volontés de la famille. Les commentaires viendront plus tard pour cette vie gâchée, cette vie d'Yvan Colonna, accusé du meurtre du préfet Erignac, on s'en rappelle, qui a toujours clamé son innocence, qui a vécu en prison une bonne partie de son existence pour finir saccagé par un terroriste qui n'avait rien à faire là en sa compagnie. On va regarder de très près la Corse, évidemment, dans les jours qui viennent. De leur côté, les indépendantistes bretons, ont appelé à une action violente en disant que y a que ça qui fait bouger l'Elysée. Donc, si on veut l'indépendance de la Bretagne, c'est le moment ou jamais. Alors, tous les indépendantistes, hein, les Picards, les Bourguignons, il y en a partout des indépendantistes. Non, vous pouvez, hein, mais remarque, ce serait marrant de voir ce que ferait Darmanin. Hein, s'il donnerait l'indépendance à tout le monde. Mais c'est compliqué. Paix à son âme et pensez à sa famille. Et puis, on avait vu l'épisode, attention, on ne se met pas d'acide hyaluronique dans les fesses, on ne met pas des produits comme ça dans son corps. Hein. Eh bien, il y en a qui font ça dans leur pénis. Opération d'allongement du pénis raté, un chirurgien parisien mis en examen. Il a mis un mauvais produit dans le pénis de son jeune patient. En plus, le mec est jeune. Il a fallu du coup l'enlever, ratiboiser. Donc le mec voulait avoir un plus gros pénis. Du coup, il a un pénis plus petit, du coup il le vit mal évidemment. Alors non, les opérations d'allongement de pénis, je sais, oui, après on peut vivre bien avec un petit sexe, hein, c'est pas grave. L'important c'est qu'il fonctionne correctement, hein, c'est qu'il procure du plaisir, c'est pas
plus difficile que ça. C'est pareil les fesses, hein. On peut vivre bien avec des fesses flasques et pas forcément très grosses et rebondies et dures comme du béton, hein. Ça sert à rien de se mettre de la merde. Et on peut vivre aussi avec des lèvres qui ne ressemblent pas à des lèvres de Mérou. Ça aussi c'est quelque chose de tout à fait bien. Et puis on peut vivre bien aussi sans poison pour retarder l'arrivée des rides, hein, et puis finir tout figé comme ça. Voilà. Bon, après, c'est votre choix, hein. Le fait est que les gens aiment bien se foutre de la merde dans le corps, hein. C'est comme ça. Mais arrêtez de vous faire du mal, en fait. Cette société de la maltraitance qui va jusque dans les corps, parce qu'on parle souvent des filles qui sont toujours montrées du doigt, qui doivent toujours faire quelque chose pour être raccord avec l'image qu'on a d'elle, etc. Mais regardez, les hommes, pour certains, c'est pareil. Il faut les tablettes de chocolat, hein, il faut éviter d'avoir les golfs. Donc on met des moumoutes à je sais pas combien de millions d'euros. Merde, un hélicoptère de l'armée. Putain, il se passe des trucs dehors. Je vous jure, il y a un hélicoptère. Je sais pas où il est. Bon. Il doit faire des manœuvres. Vous entendez? Il est très très près. Ah, il est là. Ouais, je sais pas si c'est l'armée, hein. Non, je sais pas. C'est peut-être Laurent Wauquiez. Vous savez, c'est sa région. Ou la gendarmerie. Ah non, ça ressemble à un hélicoptère de l'armée, hein. C'est tout gris, tout noir, avec un bec allongé. Je suis pas professionnel, hein, mais ça m'a l'air d'être un truc de l'armée. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Elle est particulière ce matin puisqu'elle a commencé très tard, puisqu'elle est en plein air. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse. Ça fait toujours plaisir quand vous êtes nombreux à nous regarder sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, à vous abonner ici ou ailleurs, à en parler le bouche-oreille aussi. C'est la clé d'un succès populaire. Peut-être j'ai été repéré. Je vous laisse. Ils arrivent. T'imagines? Allez, la une de Libé, c'est Zelensky, l'irréductible. Volodymyr est à la une de Libé. On parle de son clan, de ce qu'il a fait au pouvoir, cet acteur devenu président. Alors, son soutien à un oligarque sulfureux qui a arnaqué quand même l'Ukraine de plusieurs milliards. Son premier ministre qui a travaillé aussi avec un autre oligarque, hein, le groupe DTEK de Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche du pays, a la réputation controversée. Donc on voit que quand même au départ Zelensky prend le pouvoir sur un coup médiatique, hein, c'est-à-dire que la chaîne de l'oligarque 1+1 lui permet de faire campagne avec des billets d'humeur un peu tout le temps. Son oligarque à lui, c'est Igor Kolomoïsky. Et donc un peu comme Zemmour tous les soirs sur Télé Bolloré, il avait plateau ouvert, hein, sur 1+1, la chaîne de Kolomoïsky, et donc il a pu faire un score incroyable dans les urnes. Alors Zemmour ne va pas dans cette direction visiblement, hein, puisqu'il baisse de plus en plus dans les sondages. On dirait que Bolloré a un peu débranché la machine, mais sur Zelensky, il a gagné avec ce coup d'esbrouf médiatique, alors qu'il n'avait jamais fait de politique, qu'il était comédien depuis toujours. Il avait une société de production et il faisait des divertissements populaire, et notamment cette série où il jouait le président de l'Ukraine, qui lui a permis de rentrer dans la peau du personnage et de devenir le président de l'Ukraine. C'est incroyable quand même. Donc voilà, mais c'est vous dire comment le lien entre réalité et fiction est en train de s'effacer progressivement. Il faut absolument que vous lisiez Simulacre, si ce n'est pas déjà fait, de Philippe Cadic, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Cet auteur de science-fiction avait déjà tout compris au tournant des années 60 sur un président qui n'existait pas, qui était une machine aux mains de conglomérats internationaux, avec une première dame qui était une actrice et un leader de l'opposition qui était un juif néo-nazi. Incroyable simulacre. Et donc, et un infoclown qui était là pour alerter. Voilà. Et donc Zelensky prend le pouvoir. Après sa prise de pouvoir, il devient de plus en plus impopulaire, puisqu'il fait une politique néolibérale, évidemment, de privatisation des services publics, pas forcément au mieux pour les Ukrainiens, même s'il voulait être le serviteur du peuple, comme le nom de sa série. Et il pensait finalement effectuer un rapprochement avec la Russie, hein. Il avait, au début de sa mandature, envoyé plusieurs perches à Vladimir Poutine, hein, pour dialoguer à propos du Donbass, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, parce qu'il ne voulait pas de guerre. Il voulait construire des ponts, des infrastructures, être le président de la paix, justement.
Or, la guerre arrive et le propulse star international et surtout soude l'Ukraine derrière lui parce qu'il a montré sa réelle figure, celle d'un résistant. Il est resté, il a demandé aux Américains d'envoyer des armes plutôt que de prendre un hélicoptère pour s'en aller. Et il devient l'icône internationale de la résistance à l'invasion russe. D'ailleurs, ça va un peu loin quand on le voit parler devant tous les parlements ou les publics, au Congrès, à la Chambre des communes en Grande-Bretagne, en Israël, au Parlement canadien, et demain il va faire la même adresse par visioconférence à nos députés français. Alors, quand je vois ces images, c'est assez incroyable de voir ce président qui devient donc la figure de l'Occident contre la Russie prédatrice, on va dire, hein, c'est comme ça que ça se résume dans les médias et dans la tête des gens, mais il y a un petit côté Big Brother presque. Vous avez cette figure qui parle en disant vous devez maintenant arrêter de parler aux Russes, de faire du commerce avec les Russes, voilà, il faut cancel la Russie pour sauver l'Ukraine, l'Ukraine qui devient l'alpha et l'oméga du monde occidental. C'est un peu comme ça que se joue cette guerre, bizarrement. Et donc, lui est en train de devenir une star internationale. Schwarzenegger a même fait une adresse au peuple russe en disant maintenant ça suffit. Les Russes, eux, sont partagés entre ceux qui soutiennent cette intervention en Ukraine, cette guerre, et ceux qui sont contre la guerre, journalistes et autres, certains Russes qui quittent le pays déjà, et d'autres qui essayent de résister ou de lutter contre la guerre, petitement parce qu'ils savent que les risques sont nombreux, notamment emprisonnement, amende, fin d'une carrière. Bref, c'est pas aussi simple, tout noir, tout blanc, comme on voudrait nous le faire croire, et c'est pour ça qu'il faut lire Simulacre en l'occurrence. Et attention, évidemment, la guerre, comme toujours, c'est une guerre de l'information, donc les informations, on ne les a plus que de manière très parcellaire. Vous regardez les envoyés spéciaux qui sont au Donbass ou pas, vont pas du tout donner le même son de cloche. Éric Tegner de Livre Noir, alors Livre Noir qui est vu comme un média d'extrême droite ou proche de l'extrême droite, mais il est parti là-bas et il a fait une vidéo sur Mariupol, c'est sur les corridors humanitaires, il y en a. Et les gens peuvent partir et c'est pas du tout le même son de cloche en fonction un peu du média. Mariupol est une ville martyre, elle est rasée par les tirs russes. Là on voit vraiment que la guerre commence à être lourde et plus elle va durer et plus ça va être un charnier et une boucherie. Donc ce serait bien que ça s'arrête, les gars, putain. En plus vous êtes pas, c'est des Slaves quoi. Voilà. Dans le Figaro, la Russie intensifie ses frappes contre les civils. C'est là où ça devient critique, c'est-à-dire que même à Kiev, en banlieue de Kiev, les frappes russes commencent à toucher des quartiers résidentiels. C'était la nuit dernière, en banlieue de Kiev, encore un enfant qui est mort et plusieurs blessés, avec un immeuble d'habitation qui a été soufflé par une explosion. Alors, c'est la réalité de la guerre, hein. C'est que voilà, il y a beaucoup de morts. Il y a des soldats aussi, des soldats russes qui comprennent pas, qui pensaient pas en fait qu'ils allaient faire une guerre, qui faisaient des manœuvres, qui se retrouvent là et qui se disent mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On peut pas tolérer ça, même si les supporters de Poutine en disant que c'est une bonne chose d'arriver à sécuriser le territoire. Je pense que la diplomatie d'abord, le dialogue d'abord. Quand je vous disais parlez-vous dans le chat, c'est ça, c'est la même chose. C'est débile ce que je dis, ça sert à rien. C'est triste de voir autant de vies brisées, autant de morts, tout ça pour quelques oligarques fous de pouvoir et d'argent, soit pour le gaz, soit pour d'autres choses. Le dollar, le dieu dollar, ça fait chier. Voilà. Et alors, l'escalade pour une guerre mondiale, je vous dis tout de suite, non. Hein, on va arrêter tout de suite là. Hein, on va passer à autre chose parce que ça suffit. Hein, vous nous avez déjà fait ça. Fake news. Bref, non, pas que des fake news. Malheureusement, il n'y a pas que des fake news. Ce serait trop simple. Ça, c'est pas une fake news, c'était qu'Édouard VIII aidait les nazis à envahir la France. C'était le roi d'Angleterre qui avait abdiqué pour épouser une divorcée américaine. En fait, il était super pote avec Adolf Hitler, qui trouvait sympa. Et il voulait absolument aider les nazis à mettre la main sur l'Europe en disant que ce serait super cool. Et à l'époque, ce bon roi anglais qui s'était barré, qui avait été envoyé très loin dans les Bahamas,
applaudissaient des deux mains les bombardements sur Londres et la Grande-Bretagne en disant que ça précipiterait la capitulation britannique et donc la paix en Europe. Alors vous voyez, c'est vrai, quand on veut se battre, la guerre, bah voilà, c'est la guerre. Après on peut faire la paix avec Hitler. Bon, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, donc évidemment parfois la guerre, elle est nécessaire. Enfin, quand tu te dis, c'est des proches qui disaient quand même, c'est incroyable qu'il y avait quand même une partie non négligeable de la population juive qui n'était pas en accord avec les politiques du chancelier Adolf Hitler. Bon, c'est pas moi, c'est des proches. Et on ne peut pas être d'accord avec, bien sûr, les guerres ethniques et ce genre de choses, et les guerres en général. C'était beaucoup de guerres ce matin dans la presse. Donc je suis désolé, la revue de presse est un peu marqué par ça. Si alors que BHL soit allé faire un tag et marcher avec un néo-nazi, ça, non, visiblement à Saint-Germain, ça n'émeut personne, ni sur les plateaux télé. Il est toujours invité pour dire « C'est super, je suis allé taguer liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est là un acte politique extraordinaire. » Voilà. Bah écoute, Bernard-Henri, c'est super. Maintenant, voilà un gilet pare-balles, voilà un fusil longue portée. Je ne sais pas si tu as déjà tiré avec. Vas-y, on te regarde. Et puis, cette question, dissoudre l'Assemblée, une option périlleuse pour Macron, parce qu'il y a cette petite musique qui arrive en ce moment, qui voudrait que Emmanuel Macron voudrait dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain de l'élection présidentielle, après sa victoire formidable. Bon, alors déjà, c'est pas sûr qu'il ait une victoire formidable. Et alors après, dissoudre l'Assemblée, c'est pas forcément une bonne idée, parce que qui va mettre Quels sont les macronistes qui vont y retourner? Les marcheurs, tu les vois sur des marchés? Non, il n'y en a pas. Ils n'étaient pas dans leur circo, ils n'étaient pas à l'Assemblée, ils étaient nulle part. Donc qui vont être les nouveaux Godillots? Alors, il a un plan, Manu. C'est qu'il va faire l'union nationale. Face à l'ogre, face à la montée de la guerre et des périls. Et donc, tous les gamelleux de droite et de gauche vont le rejoindre. Et puis, il va y avoir une sorte de fausse majorité avec Édouard Philippe qui va sortir du bois. Bonjour, c'est moi les borgneurs. C'est moi Cruello, le maire du Havre. J'ai un parti avec plein de gamelleux là, qui veulent être députés. Là. Vous en prenez vous en reprendrez bien? Oui, il parle bien. Mais oui, il parle bien. Il est vétérinaire. Oui. Prenez-le. Il est médecin. Mais allez-y, prenez-le. Et ça va être une arnaque, les enfants. Mais non, mais surtout pas. Et il n'y aura pas de campagne. Comme il n'a pas fait campagne pour les présidentielles, à part sa chaîne YouTube et son compte Twitter avec vous, 23 000 abonnés. C'est pas beaucoup, hein. Attends, c'est un mec, il est à 30% des sondages. Il a 23 000 abonnés sur Twitter. Ah oui, c'est le président. Ah oui, d'accord. Mais en fait, il ne parle qu'aux gens qui regardent la télé qui est un tapis de propagande pro-Macron. Donc forcément, ça marche. Mais quand tu sors du cadre serti par les milliardaires qui sont là pour supporter Emmanuel Macron à bout de bras, c'est très différent le pays. C'est très différent. Donc il pourrait y avoir des surprises, n'en déplaise à la cour. Et donc, je pense pas que cette arnaque repassera. Enfin, j'espère. Après, les Français sont quand même bien à bouffer de la merde, et malheureusement, ça marche comme ça. Donc, un petit coup de Macron, un petit coup de Brigitte, un petit coup de... Oh, puis alors, il n'y a pas un scandale qui a tout arrêté. McKinsey, pour moi, c'est dehors. Benalla, déjà à l'époque, ce scandale, c'est dehors. Enfin... Et puis Delevoye, enfin la liste des affaires en Macronie est plus longue que n'importe quel quinquennat de droite, que ce soit Chirac ou Sarkozy, c'est vous dire. Donc à un moment, les Français aiment les escrocs. Bon, très bien, c'est pas grave. Enfin, pas les escrocs, pardon, les hommes politiques populaires. J'ai jamais escroqué personne, je vous permets pas de dire ça d'abord. Je vois pas comment on peut employer des termes aussi vulgaires pour parler de chef d'État, d'homme d'État, qui ont à cœur le bien de ce pays. Alors non, il faut arrêter de dire que les Français sont des cons. Ils sont mal informés, ils sont maltraités, ils ont peur. La peur, ça marche. Et donc, voilà, on a affaire à une masse dépolitisée qui fait qu'on va toujours un peu plus loin vers l'abîme. C'est pas grave. Il y a un comparatif qui a été fait récemment par un chercheur aux États-Unis sur les Français qui est aux États-Unis sur en fait les similitudes entre Macron et Ronald Reagan, le président américain des années 80 qui a permis de lancer l'ère de la finance folle. Et en fait, toutes les politiques de Macron sont des politiques de Reagan de l'époque. Le progressisme, en fait, c'est un retour vers les États-Unis dérégulés des années 80, là où on faisait la guerre aux communistes. C'est génial.
En Corse, on n'a pas peur. Non, c'est vrai. Mais partout, on n'a pas peur. En Bretagne non plus, on n'a pas peur. En Drôme, on n'a pas peur. En Bourgogne, on n'a pas peur. En Île-de-France, à part à Poissy, on n'a pas peur. Voilà. Donc non, ça, globalement, ça va, ça passe. Oui, c'est ça, 11%, mais pas plus. Il n'est pas à 30%. Ça, c'est totalement bidon. Donc voilà. Et puis, il y a Rachida Dati. Bah, j'adore Rachida Dati. J'aime bien Gérard Larcher et Rachida Dati. Elle, c'était la seule femme qui faisait peur à Nicolas Sarkozy. Enfin, la seule femme politique. Enfin, la seule responsable politique, même. Elle a dit: le soir du premier tour s'ouvrira une crise de légitimité profonde à la mairie de Paris. Et oui, Anne Hidalgo va prendre une rouste phénoménale. Hein. D'ailleurs, on ne sait même pas si elle va vraiment... Bah si, elle se présente, mais est-ce qu'il y aura des bulletins dans l'urne avec son nom? Plus de 800. Allez, elle va peut-être faire 300 000 voix, un truc comme ça. Donc, évidemment, le PS va dire: qu'est-ce qu'on fait? On est mort, ça y est, c'est foutu. Et puis, Anne Hidalgo va vouloir revenir à la mairie de Paris. Mais Rachida Dati est là. Non, tu peux pas revenir avec un score aussi nul. C'est fini ma cocotte. C'est moi qui prends la job, c'est moi qui prends la place. Et non, enfin ça va pas marcher comme ça, mais elle va évidemment faire en sorte, voilà, parce que c'est le rêve de Rachida Dati, c'est de devenir maire de Paris. Ce serait formidable pour cette ville, hein, arrêter avec tous ces plots jaunes et ces plots en béton partout. Enfin bref. Faire de Paris un 8e arrondissement florissant et flamboyant, c'est possible, hein, c'est un rêve qu'on peut presque toucher du bout d'une main manucurée, mais ça va être plus compliqué que ça. Alors d'abord, elle est prête à s'engager déjà pour sauver sa famille politique, parce que oui, la droite a besoin aussi de se refaire un peu la cerise, hein, parce que c'est compliqué. Donc voilà, Rachida Dati, elle est prête à sauter sur la mairie de Paris. Et puis, on parlait tout à l'heure d'Ivan Colonna, qui a été assassiné en prison par un détenu terroriste. 89%, figurez-vous, des détenus terroristes sortent au terme de leur peine avec des suivis qui varient selon l'évolution des législations. Et c'est un casse-tête sécuritaire pour l'État, le suivi en fait des fichiers S qui sortent à l'issue de leur peine. Alors, vous avez par exemple Kevin, hein, le djihadiste breton qui était parti en Syrie, qui a été un des Français clés du califat, qui a purgé sa peine et qui est maintenant fait un CAP boulangerie, qui veut s'installer pour faire de la boulangerie. Mais bon, il reste quand même fiché S. Il est rentré avec ses nombreuses épouses et enfants. Il se dit réformé, c'est-à-dire qu'il arrête de faire le djihad. Et puis, il y a ces centres de déradicalisation qui ne fonctionnent pas ou très mal, puisqu'une fois qu'on a été trempé dans le bain islamiste, c'est compliqué d'en sortir. Donc voilà, cette info dans le Figaro, 89% des détenus terroristes qui sortent au terme de leur peine. Alors, c'est Éric Zemmour qui a une solution avec son ministère de la Rémigration. Tous ceux qu'on veut pas, les fichiers S, les terroristes, ceux qui n'ont pas de carte de séjour, tout ça, allez hop, vous rentrez chez vous. Alors pour ça, il faut des accords avec les pays, on les a pas encore, mais Éric Zemmour veut faire son grand ministère de la Rémigration, ce qui fait qu'il passe du coup sous la barre des 10%. Dans le Figaro aussi, on parle de Vladimir Poutine, on ne parle pas que de Zelensky, en disant mais il faut arrêter d'être surpris, ça fait 15 ans que Poutine a dit qu'il allait faire ça en Ukraine. En 2014, il avait proposé même la scission du pays avec la Pologne. On fait moite-moite, un côté pour la Pologne, un côté pour la Russie. Personne n'en a voulu et ça fait 15 ans qu'il met en place sa politique finalement poutiniste, hein, poutinienne, et donc il n'y a pas à être surpris finalement. Il lui avait annoncé la couleur pour dire voilà, j'avance mes pièces et vous savez ce que je vais faire. À vous maintenant de jouer. C'est un jeu qui tue quand même beaucoup de personnes, hein. Faut être un grand malade pour jouer aux échecs avec des vies humaines, mais bon, visiblement il y en a qui répondent, hein, qui se disent mais en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire? Article intéressant à lire pour comprendre en fait d'où vient la crise d'Ukraine, hein, plutôt que de dire ah là là, on aurait pu éviter ça. Oui, on aurait pu éviter ça, oui. S'il n'y avait pas eu des idiots au pouvoir. Et bien sûr les Américains à la manœuvre. Carburant. L'exécutif envisage de taxer les super profits. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est que le gouvernement planche sur une taxe exceptionnelle, hein, pour les entreprises énergétiques alors que les prix flambent. Alors, il devrait y avoir un arbitrage prochainement. Alors, c'est là où c'est génial, hein. Tu vois que les mecs, dès qu'il est question de toucher la thune qui sert à rien, ils veulent pas faire, hein. Il n'y a pas de loi, on envisage, c'est prochainement, peut-être une taxe exceptionnelle. Par contre, toi, t'es au RSA, t'inquiète pas, c'est dans le programme, hein, tu vas bosser 15 heures gratos par semaine.
C'est pas juste. Non, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Toi, t'es pauvre, tu fermes ta gueule. Bon, moi, vous voyez, ce monsieur qui est très riche, il a financé ma campagne. Je vais pas mal le traiter. Sans lui, je ne serais pas président. Bon, toi, connard, hein, tu passes ton temps à me chier dessus sur les réseaux sociaux, tu m'aimes pas. Eh ben, je vais te maltraiter, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Mais monsieur, j'ai voté pour vous, ta gueule. Mais monsieur, mets ton masque. Mais on a dit qu'on l'enlevait. Remets ton masque. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui, c'est la Macronie. Ah bah, il fallait pas pleurer avant. Une petite tape dans le dos et ça repart. Non, mais évidemment qu'ils vont pas les taxer. Déjà, le petit cadeau de 15 centimes alors qu'on est au-dessus de 2 euros, que de toute façon, la taxe kilométrique n'a pas changé, que quand tu bosses avec ta bagnole, bah tu peux plus bosser avec ta bagnole en fait. C'est une vaste blague, c'est une petite déclaration pour dire on est sympa. Hein, on fait un peu de social. Regardez, on fait un peu de social, on demande aux mecs qui ont leur RSA de bosser gratos pendant 15 à 20 heures par semaine. Ça, c'est social. Ah oui, je n'avais pas pensé que c'était social, effectivement. 100% sur la recherche d'emploi. Mais c'est un emploi. Tu n'as même plus besoin de le chercher. Il vient à toi. D'ailleurs, Castex a fait une magnifique fourchage de langue hier en disant que c'était des travaux d'intérêt généraux. Des tiges qui sont en fait des peines, pour quand tu reçois une amende, quand tu reçois, voilà, plutôt que de faire de la prison, tu fais des travaux d'intérêt généraux. Ce qu'a dit Jean Castex traduit sa pensée. Ils veulent punir les Français, voilà. Et surtout ceux qui sont dans la merde, tant qu'à faire, c'est plus facile de les punir. C'est exactement comme les banques. Ah ben je suis à découvert. Ah ben tiens connard, t'es à découvert, tu vas payer pour ça. Mais j'ai pas de sous. Bah ça tombe bien. On t'en prend vu que t'en as pas. Monde de merde. Et puis, avec la crise, la guerre en Ukraine, l'Europe est contrainte de revoir son modèle agricole. Ah ouais, parce que sous Chirac, quand même, il y avait un truc, c'était l'arme verte. Hein. L'idée de dire que la France devait être indépendante en termes de production agricole pour nourrir la population et nourrir l'Europe d'une certaine façon. Macron est passé par là, et les cabinets de conseil aussi, et tout le monde pour faire une agriculture connectée, hein, des champs avec des drones pour voir où est-ce qu'on plante quelques graines, l'agriculture intensive, faire beaucoup de céréales pour nourrir du bétail très loin, puis acheter ensuite du bœuf argentin américain, faire envoyer des porcs congelés en Chine pour qu'ils soient découpés, qu'ils reviennent congelés ensuite au Danemark pour qu'ensuite on les achète et qu'on les mange. Voilà, bon, bref, c'est le camp de la raison qui fait ça. Moi, tu peux pas tester. Et donc, face à la perte du blé de l'Ukraine et de la Russie, l'Union européenne s'inquiète pour sa sécurité alimentaire. Eh oui, il y a déjà l'inflation. Ensuite, vous voyez, là, il y a un coq, là. Il y a un coq qui chante. Là, il y a un poulailler, là. Là, j'ai des œufs. Là, il y a des œufs. Là, on va planter des mitraillettes. Hein, on va faire pousser des balles. Et puis là-bas, je vais faire un champ de houblon. Faire de la bière, parce que c'est nourrissant la bière, ça suffira, hein, ça suffira bien. Et donc des fonds vont être débloqués pour soutenir la production. Ah oui, là, le quoi qu'il en coûte qu'on va payer. Hein. Donc des fonds, c'est nos impôts et c'est de la dette ensuite. Hein. Et donc c'est de la retraite à 65 ans, à 70 ans. Voilà, pour faire une politique qu'on aurait pu faire en fait sans fonds, en prévoyant, en gouvernant, puisque gouverner c'est prévoir. Mais non, ils l'ont pas fait. Et puis la surface des terres mises en jachère va être réduite. Très mauvaise nouvelle pour la biodiversité, évidemment, et pour le rendement des terres, parce que la jachère est nécessaire, en fait, pour aérer la terre et pour permettre que on utilise moins de produits phytosanitaires. Donc on va dans le bon sens, hein, c'est sûr, on rame toujours dans le bon sens. C'est un truc génial. Et puis Marine Le Pen qui caracole en tête dans les sondages, hein, juste derrière Macron. Alors Macron est à 30, Marine est à 16. Zemmour est à 10. Et Jean-Luc est à 15. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le candidat de gauche, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Parce que tu dirais, il y a un candidat qui porte un programme social et écologique incroyable. Il a un parti derrière lui avec un parlement d'union populaire où il a réussi à réunir beaucoup de tendances. Il y a plein de militants et tout. Et dire, mais c'est qui ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Et là, les gens, ils s'étouffent. Ils ne peuvent pas voter pour lui. Je ne peux pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pas possible. Et pourquoi ? Mais parce que tu comprends, il est trop dangereux, Chavez, tout ça. C'est un dictateur. Oui, mais un dictateur de gauche. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais donc bref. Bon, revenons à Marine Le Pen, mais pour tous les gens, tu sais, ça leur arrache la gueule de dire Mélenchon.
Les sondages devraient être interdits, c'est vrai, mais en tout cas, les réunions publiques et les démonstrations pour la 6ème République ont le droit, donc c'est cool. En tout cas, c'est assez marrant. Bidon, non, il porte un programme de gauche, tu vois, qui réunit du monde quand même derrière, et je trouve ça pas mal, comparé aux autres candidats de gauche qui ont du mal à exister, sauf Roussel, hein, avec son programme de la bière et du bœuf. Marine Le Pen, elle, qui est la candidate de droite la mieux placée pour succéder à Emmanuel Macron, puisqu'elle n'est plus d'extrême droite, Marine Le Pen, hein. Ça fait longtemps qu'elle a fait sa mue, elle s'occupe des chats, elle est lesbienne, enfin quasiment, elle mange plus de choucroute, maintenant elle mange des kebabs, elle a totalement changé, elle a changé de tout à tout, son père ne la reconnaît plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu es devenue, Marine? Voilà, donc bon, c'est devenu un peu c'est Tati Marine, hein, c'est ça. Bonjour les enfants, j'ai fait un gâteau avec du porc dedans. Eh oui, toi aussi Abdoullah, tu vas le manger. Mais madame, il n'y a pas de porc dans les desserts. Eh ben il y en a dans le mien. Voilà, ce genre de truc, hein, voilà. Puis ça rigole autour de la table et tout, c'est Marine Le Pen. Alors elle avait un plan pour demain, là, Zelensky qui va parler, hein, devant l'Assemblée. Alors, elle avait indiqué lundi matin sur France Info qu'elle ne serait pas présente, hein, mercredi lors de l'intervention de Zelensky par vidéo, ce côté un peu orwellien du président ukrainien qui parle au monde entier par visioconférence, prétextant des obligations prises depuis bien longtemps. J'ai un rendez-vous chez le veto pour mes chats. Tout à foutre, écoutez Zelensky, bordel. Et puis, je n'ai pas d'admiration particulière pour Monsieur Zelensky, et elle se rend compte qu'en fait, elle s'est ravisée, annonçant qu'elle sera présente. Alors, elle avait été reçue par Vladimir Poutine en 2017, c'est pas rien, puis elle rembourse un emprunt russe qu'elle avait donc contracté auprès d'une banque russe, expliquant que les banques françaises ne voulaient pas financer sa campagne. Et ça, c'était un scandale démocratique, un de plus. Et donc là, elle se dit, ouais, mais quand même, si j'y vais pas, on va parler que de ça, ça va me faire perdre des points dans les sondages, donc il faut que j'y aille quand même. Quitte à pas me lever pour applaudir, je sais pas. Et donc ça va être un grand moment de malaise, hein, compliqué. Mais c'est vrai que cette création du personnage Zelensky, un héros de l'Occident résistant face à la Russie prédatrice, ça devient un peu une injonction. C'est-à-dire que si vous ne soutenez pas Zelensky, hein, c'est comme si vous n'êtes pas Charlie. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est ce que... Vous savez, le faux philosophe, là, Raphaël Enthoven, le troll de Twitter, lui, il dit, ouais, mais non, mais c'est ne pas soutenir Zelensky et l'Ukraine, c'est comme ne pas être Charlie, c'est ne pas être humain, c'est mériter... Puis après, bon, il arrête parce que tu sais que ça va être très violent, la suite. Ces mecs sont dangereux. Mais bon, il passe à la télé. Et ben oui, d'où le mec a le droit de s'exprimer, mais parce que c'est une campagne mondiale en fait de communication. J'en parlais tout à l'heure. Il a parlé devant tous les parlements, devant le Parlement britannique, canadien, américain, le Congrès américain, sur un square de Tel Aviv, devant la foule, et maintenant la France. Bref, c'est une tour des chancelleries pour sauver l'Ukraine, etc. Mais quand même, je trouve ça particulier, cette campagne. Bon, ça permet de se rassurer, hein, en disant, voilà, on est soudés derrière l'Ukraine, on envoie plein d'armes, battez-vous les Ukrainiens, battez-vous pour notre liberté, et puis nous, on récupère les enfants, les femmes, les vieillards qui souffrent de la guerre. De toute façon, là, les oligarques, qu'ils soient de l'Ouest, de l'Est, occidentaux, orientaux, peu importe, ils en ont rien à foutre des gens. Ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Et puis, présidentielle, les risques d'une abstention record. Ça, c'est dans les Échos. Oui, figurez-vous que les gens ne vont pas aller voter. Bah ouais, pensant que c'est tout pareil. Non. Alors non. J'aimerais que cette fois les gens aillent voter, parce que l'abstention, ça sert des gens comme Emmanuel Macron, ça sert les cabinets de conseil, ça sert les non-politiques, ça sert les gens qui sont là pour faire carrière, ça sert ceux qui, plutôt que de gouverner, plutôt que d'accepter un mandat populaire, vont faire en sorte de gouverner contre le peuple. Or, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors le peuple, il se bouge les fesses et il va voter. Sinon, le peuple, il peut que se plaindre parce qu'il n'a pas voté. Alors je sais, oui, mais c'est pipé, c'est tous les mêmes, de toute façon, c'est de l'opposition contrôlée, etc., etc. Mais bordel, on n'a que ça. Pour le moment. Alors déjà, on fait avec ce qu'on a. Parce que les mecs, je vous vois dans les cavernes. Oui, mais on fera jamais du feu avec ton bout de bois, t'as beau le frotter, tu vois bien que ça fait rien. Eh ben, on serait toujours en train de bouffer de la viande crue et de chasser du mammouth avec des lances.
Il y aura encore des mammouths. Donc, à un moment, il faut faire avec ce qu'on a, les gars. Dans les cavernes, ils ont fait avec des bouts de bois, ils ont réussi à faire du feu. Bon, bah nous, on a quoi? On a un bulletin de vote. Peut-être qu'on va réussir à virer Macron et McKinsey. Ce serait déjà bien, bordel. Bon, un peu d'optimisme, que diable. Essayez de faire du feu avec des bouts de bois comme dans koh, bordel. C'est possible, même encore maintenant ils le font. Bien sûr qu'il y a eu le vol du référendum, bien sûr que la caste politique, beaucoup ont prouvé qu'ils étaient corrompus, bien sûr que c'est nul, mais on n'est encore pas une république bananière, même si avec Macron, en 5 ans, on a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance là-dessus, c'est formidable. Donc il faut à un moment se réagir, enfin, le pass vaccinal, le pass sanitaire, c'est parce que ces gens-là sont au pouvoir. Si on les laisse garder le pouvoir, si on les laisse jouer aussi avec cette abstention massive qui les sert, alors ils peuvent garder le pouvoir pendant longtemps, et nous on peut pleurer pendant longtemps, mais à la fin, tu n'auras même plus de liberté. Tu feras quoi? Tu diras « Ah, j'ai été con, j'avais le droit de vote, mais avec Macron, c'est un devoir. Enfin, les devoirs sont supérieurs aux droits. Donc déjà, les devoirs sont supérieurs aux droits. Donc même ton droit de vote vaut plus rien déjà dans le projet de Macron. Donc, allô, on se réveille. On fait avec ce qu'on a. On prend les bouts de bois, on fait du feu. » Mais pour les pures souches, mais arrêtez, les pures souches, il n'y en a pas. Enfin, à part t'as quoi? T'as les nobliaux là, qui ont leur pédigré de caniche parce que c'est papa-maman depuis des siècles qu'ils ont le même nom. Ça va, quoi. Ouais. On va passer les concours canins, quoi. Non, franchement, les pures souches, ça va 5 minutes. Il n'y a pas de pures souches. On est tous des trucs d'échange, de mélange, de guerre, de saloperie. L'humain, c'est un truc totalement dysfonctionnel. Ça se voit d'ailleurs tous les jours. Chercher la pureté là-dedans, c'est impossible. C'est dangereux même, c'est de l'eugénisme. Donc, allons-y, quoi. On est tous humains, point. Certains plus que d'autres. Hein. Bon, il y en a, ils sont un peu plus androïdes déjà. Il y en a qui sont un peu plus chiens ou chats. Hein. Maggie va bien, elle est là-bas, mais je la laisse à l'abri de la maison parce que dans le jardin, j'ai peur qu'elle trouve pas encore ses marques. Voilà, et moi j'ai pareil, on a tous des... Il faut voir un peu l'histoire de l'humanité, la grande peste noire qui décime l'Europe, la façon dont on a voyagé sans le vouloir, parce que les gènes ça voyage, comme les virus d'ailleurs. Donc non, hein, l'amour. Hein, le pédigré, on verra ça plus tard, quand on aura autre chose à foutre. Enfin, quand on aura plus que ça à foutre. Je m'emmerde. Tiens, j'aimerais bien savoir c'est quoi mon pédigré. Est-ce que je suis un peu caniche ou est-ce que je suis un peu lévrier afghan? Ah bah voilà, lévrier afghan, je le savais. Allahu Akbar. Éric Zemmour. Éric Zemmour qui décroche, hein, qui dévisse, qui passe à 10 dans les sondages qui sont bidons évidemment, mais qui prépare un grand meeting à Trocadéro pour remobiliser les troupes juste avant le premier tour. Donc c'est ce dimanche, je crois, à Trocadéro, à Paris, pour montrer qu'il y a du monde. Mais c'est vrai que dans les sondages, on pousse Marine Le Pen et on écrase Éric Zemmour, qui a fait le tour un peu de son programme et qui là sort l'artillerie lourde, hein, le ministère de la remigration. Qu'est-ce que c'est que la remigration? C'est, je le disais tout à l'heure, selon l'intéressé, renvoyer dans leur pays tous les gens qu'on ne veut pas sur notre territoire, les fichiers S, les délinquants, ceux qui n'ont pas de carte de séjour, ceux qui n'ont pas le droit de rester ici, les OQTF, etc. Tout ça doit être mis en place le plus rapidement possible avec ce grand ministère de la remigration. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut des accords avec les pays qui vont accueillir les rémigrés et on ne les a toujours pas. Alors Éric Zemmour peut-être pourra mettre en place ces accords. On peut voir la raison derrière. Hein. Pourquoi garder des fichiers S terroristes sur notre territoire? Alors en ce moment on dit c'est pour les avoir à l'œil, hein, c'est pour pouvoir les suivre. Hein, un fichier S, on sait où il est ou pas. Bon, parfois il passe à la... Mais bon, globalement on se dit on se le garde quand même parce qu'il est à nous, c'est notre petit fichier S à nous. Hein. Enfin, pour ce qui est des fichiers S islamistes, parce que tu as des fichiers S d'extrême gauche, tu as du fichier S de partout. Hein. Même un mec qui colle une affiche avec Macron tu vois, et Bornier, hop, fichier S. Hein. On en est là. Donc, bon, après, les services de renseignement disent on a un peu trop de taf qui sert à rien, donc ce serait bien de rationaliser tout ça. Pour le moment, Éric Zemmour, lui, il a ce grand programme de rémigration qui reste à mettre en place. On va voir un peu ce meeting au Trocadéro. Et si il va reprendre du poil de la bête dans les sondages, ou si les sondages sont vraiment bidons et que le premier tour sera une surprise. Voilà. Non, je crois pas que les pédophiles et violeurs sont fichés S, mais ils sont fichés aux criminels sexuels. Enfin, c'est pas comme aux États-Unis où tu t'informes les voisins et tout, mais t'as un truc quand même. Et puis cette question dans les Échos qui mérite d'être posée. À quoi sert un consultant?
Alors c'était comme hier, qu'est-ce que le macronisme, hein? Bon, le mec a écrit un grand papier comme ça, pour expliquer que le macronisme est un giscardisme. Et ben là, à quoi sert un consultant? Eh bien, c'est pareil, le mec t'explique dans les échos que ça sert quand même, c'est agile, hein, ça permet d'avoir des compétences qu'on n'a pas forcément, ça coûte pas si cher, hein, c'est vrai. 2000 balles par jour, c'est pas si cher pour un mec qui est quand même super bon. Hein. Et là, tu fais non, mais non. Non, ça sert à rien. Ça pond des rapports bidons, des PowerPoint débiles. Ça te dit, ah oui, on va réorganiser, comme ça sera mieux, vous allez voir. Ouais, ça occupe un peu, ça occupe les managers en fait. Ça occupe les mecs du board qui disent, bon, j'aimerais qu'on vire 300 personnes cette année. Est-ce que vous pouvez voir avec la boîte de consulting comment on fait pour les virer tranquilles, pour qu'ils soient contents, qu'ils nous disent merci? Voilà. Bon, j'aimerais vacciner tout le monde. Est-ce que tu peux les emmerder à fond avec un pass vaccinal sans qu'on passe par la loi parce que c'est un produit qui n'a pas encore les autorisations nécessaires pour... Oui, tu peux faire... Oh, t'es bon. Ça vaut bien les 2000 balles par jour, l'auto-attestation de sortie. Le pass vaccinal, hein, ça les vaut bien. Franchement, c'est pas cher payé pour emmerder les Français. Et puis Twitter France, relaxé pour ne pas avoir coopéré avec les autorités. Alors pour une fois que Twitter ne coopère pas avec les autorités, c'est chouette. Alors oui et non, vous allez voir. Twitter censure pas mal. Hein, beaucoup de comptes Twitter sautent, notamment sur le Covid. Fallait pas dire de conneries. Notamment, bon, mais fallait pas dire de conneries. Enfin, fallait pas en parler, hein, en gros. Enfin, si t'en parlais, mais que t'étais pas d'accord avec attention, le gouvernement machin, tous anti-Covid, et que toi tu disais, ouais, papa, attendez, c'est que 1% de. Mais qu'est-ce que vous. Mais enfin, regardez, mais même les tests Pfizer, ils sont bidonnés. Censurés. Mais. Le bureau français d'un géant américain est-il tenu de collaborer avec les forces de l'ordre? Eh bien, une décision de justice lundi, Twitter France et son directeur général Damien Veil ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Versailles. Ils étaient jugés pour ne pas avoir aidé la justice à identifier les auteurs de 2 tweets injurieux. Alors, vous allez voir, l'histoire est cocasse. L'affaire remonte au printemps 2021. Mais qu'est-ce qui se passe au printemps 2021? Eh bien, un tweet de la préfecture des Yvelines appelle au respect du couvre-feu. Vous vous rappelez le couvre-feu, la façon dont on traitait comme de la merde, hein? Faut pas sortir, il y a le virus le soir. Hop, faut pas aller prendre l'apéro sur la plage, il y a le virus qui... amende, machin. Donc évidemment, les Français qui commençaient déjà à voir que c'était quand même une énorme arnaque, hein, signé McKinsey et Macron, gueulaient sur les réseaux sociaux, évidemment. Et là, message assez classique à ce moment-là, hein, qui montrait le secrétaire général de la préfecture assistant à des opérations de contrôle. Vous savez, quand tu rentrais chez toi avant le couvre-feu, que le périph' était blindé parce qu'il y avait des travaux, que c'était un embouteillage monstre, et que les mecs étaient là pour foutre des amendes, parce que tu respectais pas le couvre-feu. Hein, c'était pour ton bien à l'époque. Non, c'était pas de la maltraitance institutionnelle, et c'était pas pour remplir les poches de l'État avec des amendes totalement indignes et injustifiées. Non, c'était pour ton bien, c'était normal. Alors évidemment, tu prenais un peu le sang, tu étais là, tu dis putain, c'est pas possible, putain. Et tu prenais ton petit téléphone dans les bouchons, et là, tu tweetais. Et un internaute anonyme répond alors en comparant les forces de l'ordre à la police de Pétain. Un autre qualifie le responsable de la préfecture de nazi, en ajoutant « Il faudrait le pendre à la libération, celui-ci !» Ben, t'es dans les bouchons aussi, t'es énervé. Hein, puis tu vois qu'ils foutent des prunes, t'es là, tu vois. Et en plus, ils n'ont pas dit des gros mots, mais bon. Ce type d'insulte se retrouve régulièrement sur le réseau social. C'est vrai, j'en fais même les frais. Très souvent pointé du doigt par les autorités et les associations qui s'inquiètent de la modération. Eh oui. Et donc, le secrétaire général de la préfecture porte plainte. Et le parquet de Versailles ouvre une enquête pour injure contre les auteurs de ces 2 tweets. Les mecs ont du temps à perdre, quand même. Bon, t'as 2 mecs qui perdent leur nerf sur Twitter parce qu'ils voient bien que c'est de la saloperie, qu'ils se font limite... non, mais le coup des amendes sur le périph' blindé alors que tu respectes pas le couvre-feu, c'était dégueulasse. Hein, on va le dire avec des mots propres. C'était proprement scandaleux. Mais là, donc, voilà, ils ont du temps à perdre. Trouvez-moi ces deux séditieux. Faut qu'ils aillent en tôle. Et Twitter ne les a pas identifiés. Alors, donc, pour les identifier, les gendarmes envoient une réquisition à Twitter France. Mais Twitter France ne répond pas. Et oui, parce que pour identifier des tweetos, il faut demander ça à Dublin, la maison mère de Twitter France. Pourquoi Dublin? Parce qu'à Dublin, c'est de l'évasion fiscale. Mais c'est aussi la maison mère. Donc, si tu veux que Twitter collabore, tu ne demandes pas à Twitter France. Allô, la préfecture. Tu demandes à Twitter à Dublin. Et là, ils vont peut-être t'aider à identifier les données privées.
Twitter coopère avec la justice à partir du moment où les règles sont respectées, tout simplement. Twitter précise que les demandes d'informations sur les comptes d'utilisateurs émanant des forces de l'ordre françaises, dans le cadre d'une procédure judiciaire, doivent être adressées à Twitter International à Dublin. Mais enfin, mais tout le monde le sait. Pas la préfecture. Tant pis. Et du coup, il faut savoir que Twitter a reçu 1800 demandes d'informations sur des comptes de la part des forces de l'ordre françaises au premier semestre 2021. 1800 demandes d'informations et ils ont répondu quand même dans 48% des cas. Voilà, c'est impressionnant quand même. Donc voilà, petite information. Si vous voulez savoir qui se cache derrière le mec qui a pété un câble contre la préfecture à Twitter à Dublin. Bonne journée ceux qui partent, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas, il est 11h, c'est quand même très tard, il faut dire qu'on a commencé tard, j'avais pas de réseau. Et puis pour finir, puisqu'il y en a, je suis sûr, qui écoutent cette revue de presse au boulot, dans leur grue, ou comme ça, au camion, au volant de leur camion, voilà, donc attention. Les salariés zombies sont devenus le nouveau fléau des PME. Les DRH ne savent plus quoi faire. En fait, face aux petits chefs de merde qui pourrissent la vie des employés, le télétravail a permis de souffler. Parce que le mec venait pas le matin pour dire « Il est 9h, t'es pas là ». Mais en fait, il y avait le RERB qui était... J'ai un mot d'excuse, tiens. Comme à l'école, tu sais. Et donc, les salariés en ont eu ras-le-bol, en fait. Ils ont profité un peu de travailler la nouille à l'air pour démissionner. Mais pas démissionner, juste rien branler. Et dire, je ne rends pas de compte. Vas-y, c'est pas grave. J'envoie un mail par jour, de temps en temps, comme ça, entre le calva de 14h et le cognac de 18h. Et puis sinon, rien. Je fais des coucous de loin comme ça, dans les visioconférences. Parfois, je me lève, on voit que j'ai pas de calbut, excusez-moi. Et puis sinon, je m'occupe de moi. Je fais des pompes, je regarde par la fenêtre. Voilà. Non, mais voilà. Donc, c'est un vrai fléau. Voilà. Alors, pour les grosses boîtes, ça passe. Le nombre de gens qui sont payés à rien foutre dans les grosses boîtes, c'est normal. Pour une PME, c'est un peu plus compliqué parce que tu as besoin de tout le monde. Mais ça dit une chose. Ça dit que le management toxique a trouvé sa limite. Dans la démission, dans la désobéissance, tout simplement. Mais c'est comme tout. En fait, pas besoin de faire des gros trucs, des machins. Tu désobéis. Tu dis oui, patron, et tu fais rien. Voilà. Et avant que le mec puisse te virer ou quoi que ce soit, ça met un peu de temps. Donc voilà les salariés zombies résistants face à la maltraitance institutionnelle. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est en train de changer de monde, qu'on le veuille ou non. C'est la fin du monde de l'hyperproduction, du capitalisme financier. La crise, elle est réelle. Alors, je pense que la guerre sera le faux nez pour masquer tout ça, malheureusement. Il faut lire la crise du capitalisme, la crise permanente de Marc Chenet, qui explique comment l'aristocratie financière, ceux qui ont l'argent, utilisent la guerre pour faire un great reset, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais en gros, pour relancer la machine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les crises financières ont provoqué ou amené ou accepté que la guerre était l'outil de sortie de la chaîne de Ponzi qui s'écroulait. Bon, là, on va être dans un monde de la raréfaction énergétique, de l'inflation des matières premières, peut-être même de la famine, et on voudrait qu'on bosse toujours davantage jusqu'à 65 ans pour des profits de court terme, en disant mais oui, c'est le profit qui finance le système social. Oui et non, parce qu'en fait, regardez, quand il y a des hyper profits, le gouvernement envisage peut-être, éventuellement, une taxe exceptionnelle pour les... Non, il faut faire des lois, il faut aller chercher la thune qui sert à rien là où elle est. Les centimilliardaires qui sont assis sur des pyramides d'argent qui n'existent pas, c'est n'importe quoi. Donc ce monde-là doit arriver à son terme dans quelques temps. Alors ça ne se fera pas, je pense, avec des danses et des salutations au soleil, malheureusement. Je pense que ce sera triste et difficile pour tout le monde. Mais on est déjà dans un processus enclenché de révolution. Voilà. Une révolution mondiale. Et d'ailleurs, avant le Covid, vous aviez plus de 20 pays en fait, dont les populations étaient dans la rue contre leurs dirigeants corrompus. Rien que 20 pays sur 300 et quelques. C'est pas beaucoup, mais c'était déjà beaucoup quand même. Et tu te dis, quand même, il s'est passé un truc. Donc voilà, il faut acheter des NFT, c'est l'avenir. Oui, on va faire un NFT du monde moderne, Antoine vous en a parlé, et il arrive. Il faut acheter bien sûr des abris anti-atomiques dans le métavers aussi, ça peut toujours servir, le métavers.
Non, il faut s'acheter une conscience. Il faut arrêter d'acheter, peut-être. Faut acheter du tank, faut acheter des trucs en poudre, faut les stocker. Démerdez-vous, déconnez pas, c'est la guerre. Allez, une pensée à tous ceux qui souffrent justement de cette saloperie de guerre. Une pensée à tous ceux qui souffrent des discours de victimisation, de criminalisation, etc. Une pensée à la famille d'Ivan Colonna, une pensée à vous tous qui étiez là ce matin malgré les conditions exceptionnelles et le retard. Et puis, prenez toujours pas ça trop au sérieux, même si ça devient de pire en pire. Vous savez, il y a des jours où c'est plus drôle que d'autres, la revue de presse. Ce matin, c'était un peu tragique. C'est vous dire mon sens du tragique, mais quand même. Je vous donne rendez-vous demain. Pareil, ce sera vers 9h30 demain. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien de cette revue de presse, à nous aider sur Patreon. On a besoin de vous et on a besoin d'être de plus en plus nombreux pour cette élection, mais aussi au-delà, parce que je pense que voilà, on a besoin de rire dans ce monde cruel et qu'on peut rire de choses difficiles. On peut le faire. Allez, salut les copains.